Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ramlati Ali, elle est avec nous. Madame le député, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde, bonjour à nos auditrices, auditeurs. Ouais. Ramlati Ali, d'abord, avant de commencer, amour, santé, gloire, beauté pour 2018, vous avez presque tout déjà. Hein? Moi? Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos amis, à nos cousins, à nos frères, tous ceux qui vivent sur cette île pour 2018? Moi, bizarrement, je vais leur souhaiter de la persévérance. Oui. On a traversé une année 2017 qui a été ponctuée par des revendications multiples. Oui. Qui, pour moi, pour la majorité d'entre elles, étaient justifiées, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et que je demande que les gens persévèrent dans leurs revendications. Paris ne s'est pas construit en une fois. Il n'y a pas de raison que Mayotte le soit. C'est dans la révolution que Paris s'est construit. Mais que ça soit quand même dans la sagesse. Non, on ne va pas tuer. Non, mais quand même, il faut savoir que revendiquer, c'est un droit, c'est normal, mais que ça soit quand même dans le calme, d'une manière intelligente. Mais il faut qu'on continue à revendiquer. C'est la meilleure manière qu'on va construire Mayotte et aider nos élus pour que les dossiers soient mieux portés et entendus à Paris. Comment ça se passe au quotidien à l'Assemblée? C'est un nouveau mandat pour vous, c'est une découverte d'un nouveau fonctionnement. Comment ça se passe? C'est à la hauteur de ce que vous aviez imaginé? Il y a des déceptions? Comment ça se passe? C'est à la hauteur, je ne sais pas comment le dire, parce que moi, quand je suis arrivée à Paris, qu'on m'a annoncé des permanences, des choses qu'on ne s'imagine pas. Hein. On dit les députés sont là-bas pour dormir. Eh bien, je vais vous le dire, on commence à 9h30 le matin, on termine à 1h du matin. À 1h du matin, Patrick et vous tous, là, vous dormez et les députés sont dans l'Assemblée en train de délibérer. Et il arrive un moment que les gens en ont marre. Et donc, moi, je me disais, moi, sortie de l'hôpital où j'ai l'habitude de faire des gardes qui peuvent être très difficiles, être debout toute la nuit, là, au moins, je vais m'asseoir. Non, ça va aller. Mais non, c'est très difficile. C'est plus difficile que ce que vous aviez imaginé? Tout à fait. Vraiment, c'est un rythme qui est soutenu et donc, arrivé à un moment, il y a trop de dossiers. Parce que en fait, il faut toujours se rappeler qu'on est l'élu de la nation, on n'est pas l'élu de Mayotte. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas penser à notre bout de caillou là, où il faut absolument que les dossiers soient portés, même si c'est pas. Je prends l'exemple, je vous ai entendu parler des jeux des îles tout à l'heure. Les jeux des îles, c'est pas aux parlementaires d'aller porter ça, c'est le président du conseil départemental, mais on ne peut pas le laisser y aller tout seul. Donc on doit être sur tous les dossiers en même temps. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est très passionnant. Et vous n'avez pas été épargné au début avec cette histoire de châle ou de voile, etc. Ça vous a fait mal, ça, au début? Pas vraiment. Vous attendiez à ça? Ça m'a amusé. Non, je ne m'attendais pas, puisque moi, avant de porter mon châle, comme je le porte à Mayotte, je le dis ici, quand je n'ai pas mon châle, je me sens nue. Donc, j'avais mon châle. Et avant de porter mon châle, j'ai posé quand même la question à l'Assemblée nationale. On m'a dit, il n'y a aucun problème. Vous pouvez porter l'obligation de tenue. C'est les agents de l'Assemblée nationale qui ont une obligation de tenue. Il est vrai qu'on s'attend à ce qu'un homme soit en costard, cravate. Mais les femmes, vous avez une tenue qui est libre. Hein. D'ailleurs, on a même des décolletés au sein de l'Assemblée nationale et personne ne dit rien. Allez, on va rentrer dans les choses sérieuses avec Samuel Bocher qui a une question à vous poser sur l'aéroport. Oui, vous avez posé une question ouverte au gouvernement, c'était juste avant les fêtes de fin d'année, sur la piste longue. Vous avez eu une réponse de la ministre qui a été particulièrement alambiquée en vous disant non, c'est pas à l'ordre du jour, ça va coûter très cher et surtout il y a des dugongs à protéger. Et vous avez répondu en disant non mais attendez, il y a des vies aussi à sauver, il y a des gens qui sont en danger. Absolument. En fait, ce dossier, c'est un dossier qui me tient à cœur puisque j'ai travaillé ce dossier pendant que j'étais maire. J'étais dans tous les comités techniques. Et puis, en 2010, on fait la dernière réunion publique à Pamandzi. Et suite à ça, le dossier, il est classé, tout simplement. Il ne s'est rien passé. Et parmi les dossiers que j'avais en tête et que j'ai très, très vite ressorti, ça a été ce dossier, d'autant
qu'on sait qu'au 31 décembre 2018, si rien n'est fait, l'aéroport va tout simplement être fermé. Enfin, il va basculer en régional, c'est ça? Ouais, le risque, ce qu'on nous dit, que les gros porteurs maintenant, comme aux Comores, ils ont une piste digne de ce nom, qu'on nous dise que maintenant, vous allez partir depuis Moroni. Donc, pour moi, il y avait déjà cette urgence de leur rappeler qu'il faut qu'ils fassent le nécessaire pour qu'on puisse travailler, afin qu'on puisse partir de Mayotte pour aller à Paris et que le gros porteur puisse se poser. D'abord, c'est cette urgence-là qu'il faut résoudre, même si tout le monde l'avait en tête. Ce n'est pas pour ça qu'on nous disait quand et comment ça allait être fait. Mais parallèlement, il faut quand même qu'on travaille sur ce dossier de la piste longue. Nous qui vivons à Pamandzi, c'est un danger, mais tous les jours, on le ressent. Tous les jours. Donc, on ne peut pas continuer comme ça à jouer sur la vie de la population qui habite, qui sont sous les roues de l'avion. Et continuer à jouer avec la vie des personnes qui prennent l'avion. Parce que c'est un danger, mais je pense que après ma discussion, la dernière fois qu'on a vu l'avion tourner pendant 30 minutes avant de pouvoir se poser, il se trouvait que 15 jours avant, j'étais au ministère des Transports et j'y ai passé 2 heures de temps à plaider pour cet aéroport et à leur expliquer qu'on ne peut pas, la vie des dugongs, moi je veux bien, mais je pense que la vie des humains sont encore, moi je dirais, plus importants que la vie des dugongs. Et qu'est-ce que vous avez eu en retour? Je sais qu'on peut faire des choses. Qu'est-ce que vous avez eu en retour? Ils sont en étude. Malgré ce qu'ils ont répondu là, ils ont quand même entendu et ils sont en train d'étudier la faisabilité de cet aéroport. De vous à moi, la réalité, c'est que les caisses de l'État étant vides, on nous promène. Mais la vraie question, c'est la question de l'argent. Mais aujourd'hui, on sait... c'est le délai, c'est au 31 décembre, là, qu'est-ce qui va se passer? Le 31 décembre, les lits d'arrêt vont être faits, les 13 millions d'euros ont été trouvés. Ça, c'est sûr. Ça, c'est fait. Ça, c'est sûr. Ça va être fait. Au 31 décembre 2018, il n'y a plus de risque. Par contre, pour la piste longue, ils sont quand même à l'étude et sortis de cette réunion avec le cabinet, le directeur de cabinet de la ministre. J'ai rencontré mon collègue Mansour Kamardine, on en a parlé, et puis après ma question, on en a reparlé avec Mansour Kamardine et avec Tani et Hassan Abdallah, qu'on va en faire notre sujet. Il faut absolument que toujours solidaire là-dessus. Toujours solidaire. Et il n'y a pas que sur ça, d'ailleurs. Samuel, rapidement. Toutes les études, elles ont été réalisées. Les études de faisabilité, en plus, la population a été consultée. On a choisi le scénario numéro 2. C'est juste la faisabilité financière qui manque. On est bien d'accord. Aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, qu'à partir du moment où j'ai posé cette question à Paris, quand même, les gens en parlent de plus en plus. Et les techniciens qui savent de quoi ils retournent commencent à me parler et on m'a donné une possibilité pour préserver ces fameux dugongs et que la piste soit faite quand même parce qu'il y a une possibilité que l'Europe puisse payer à plus de 80%. Donc on ne va pas lâcher là-dessus. On nous parle d'une marche en terre le 20 janvier pour la piste longue, vous êtes au courant? Oui. Oui, je l'ai appris, Facebook. Aujourd'hui, Facebook nous dit tout. Donc certaines choses en tout cas. Donc, vous y serez? Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'à mon avis, je ne peux pas être jugé parti. Parce que quelque part, j'ai vu que tout le monde m'a pris en grippe par rapport à la question, par rapport à... c'est le paradoxe de Mayotte. Personne ne s'intéressait. À partir du moment où je me suis intéressée, je suis devenue l'ennemi. Mais moi, je pense que cette marche ne peut qu'aider. Ça ne peut que aider pour... qu'on arrive à cette... Voilà. Ramlati, votre mandat tient aujourd'hui à une audition prochaine devant une espèce de tribunal, on va l'appeler comme ça, où il y aura également Elad Chakrina. Est-ce que vous êtes inquiète? Absolument pas. Je l'ai toujours dit, moi, j'ai fait confiance à la justice. Elle a lieu quand, cette audition? Je n'ai pas envie de vous le dire. On va trouver, hein, non, on va trouver. Vous allez trouver, je n'ai pas envie de le dire parce que c'est à moi qu'on va mettre la pression après. Parce que tous ceux, mes soutiens, à juste titre, vont m'appeler, me rappeler. Donc j'ai besoin d'avoir une certaine sérénité pour arriver à cette audition.
mais d'ici la fin du mois de janvier, on saura de quoi il retourne. Et si jamais vous perdez, c'est-à-dire qu'on vous enlève votre mandat d'une manière ou d'une autre, vous êtes déjà projeté? Ben, j'aurais déjà été députée pendant 6 mois. C'est déjà ça. Et secrétaire de l'Assemblée nationale, faut-il le souligner? Et secrétaire oui. de l'Assemblée nationale. Ouais. Et j'ai fait, malgré la pression que ça peut donner, hein, parce que vous savez bien que quand on a une épée de Damoclès sur la tête, ça met quand même de la pression. Ah oui. Malgré la pression, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire à mon niveau. Et que maintenant, ma foi, on attend, hein, on verra. Ramlati, vous êtes aussi, ou vous étiez, vous allez nous le dire, présidente de la CIM. Est-ce que aujourd'hui vous avez déjà démissionné de votre président pour éviter le cumul des mandats ou pas? Quelle est votre situation aujourd'hui? Très clairement. J'ai démissionné non pas pour éviter le cumul des mandats, puisque dans la mesure où j'ai encore ce recours qui n'a pas été, on n'a pas eu le verdict, je peux encore rester jusqu'à 1 mois après le résultat final si j'étais confirmée sur mon poste. Donc c'est pas le cumul. Mais j'ai passé mon temps. D'abord, je pense que j'ai fait des choses intéressantes à la tête de la CIM. Je suis arrivée sur une situation où il y avait quand même un danger et qui n'était pas des moindres puisqu'on était déficitaire. Et aujourd'hui, la situation s'est arrangée. Je pense que j'ai fait mon temps et qu'il faut passer le flambeau. Donc est-ce que oui ou non vous avez démissionné? J'ai démissionné. Ah, je ne suis plus la présidente de la CIM. Donc à la minute où on parle, il n'y a plus de présidente à la CIM. Absolument. On a eu un conseil d'administration hier à la CIM que j'ai présidé, mais en tant que président de séance. D'accord. Mais pas en tant que président de la CIM. La présidence de la CIM, on va voter en avril 2018 parce que je reste quand même dans le conseil d'administration puisque le nouvel actionnaire qui est la SNI ouais. m'a demandé de rester en tant que personnalité qualifiée. D'accord. Donc on n'aura pas de président ou de présidente jusqu'en avril, mais vous allez tout de même faire l'intérim, en quelque sorte. En quelque sorte, mais en réalité, Ouais. la gestion de la CIM, c'est pas la présidence qui le fait, c'est le directeur général. Bien sûr. On ne peut pas se passer de directeur Ah général. Par contre, d'un président de la CIM, on peut tout à fait se passer. Oui, encore qu'il y a Alors, des grandes orientations. Hein. Alors, une petite question, si vous me Bien permettez. sûr, Sam. Moi, dans France Mayotte, aujourd'hui, je vous mets en photo, reçu au Conseil général par le président Souaba Hadine. Il vous reçoit en qualité de présidente de la CIM. Mais il y a M. Mandroa qui est à côté de vous, donc ça peut se comprendre. En fait, vous soutenez encore la CIM, vous assurez l'intérim, et c'est Mandroa derrière qui fait la gestion. Je soutiendrai toujours la CIM parce que d'abord la CIM c'est Mayotte. La CIM c'est ça qui a construit Mayotte et c'est d'ailleurs pour ça que j'y étais. Et je soutiendrai parce que j'ai mis des efforts là-dessus et que je n'aimerais pas que ça soit en vain. Donc, je suis allée voir le président du conseil départemental, effectivement, du département, on n'est plus conseil départemental, pour lui parler de la CIM, des urgences qu'il y a, et puis leur demander, encore une fois, leur soutien. Ce sont des actionnaires, c'est le deuxième actionnaire de la CIM, et il faut absolument que les gens s'investissent au niveau de la CIM. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre regard sur le nouvel actionnariat de la CIM, celui actuel et ce qui est en train de se tramer? Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que vous avez des inquiétudes? J'en ai, je ne peux pas dire que j'en ai pas. C'est quand même des professionnels Oui, du logement oui, qui ont beaucoup d'argent. oui. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est que la CIM, c'est le seul acteur pour la construction de Mayotte. C'est pas comme à La Réunion où il y a les HLMR et CITER et Ouais. tout ça. Ici, on n'a que la CIM. Donc, moi, ma hantise, c'est de voir les décisions prises depuis Paris pour Mayotte. Donc, ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et d'ailleurs, je me suis ouverte au niveau des Outre-mer. Et puis, vis-à-vis du président que je connais bien de la SNI, je leur ai dit que ça, c'est quelque chose que je n'accepterai pas et qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui vont se passer dans ce sens-là, ben, ils me trouveront à travers de leur chemin. Ouais, mais s'ils sont majoritaires, Ramlati, Madame le député, pardon, s'ils sont, je vous aime bien. Oh, c'est je pour suis ça. Ramlati. Vous restez Ça me va très Ramlati. bien. hein, non, Ça c'est me va pas- très bien. S'ils sont majoritaires, c'est les boss, c'est les patrons.
Oui, mais nous, on a la population, donc on est les boss Ouais. aussi. Donc Ouais. là, non, mais c'est là où la population, il faut qu'ils comprennent qu'à un moment, il faut qu'ils fassent confiance à leurs dirigeants qu'ils ont élus et qui soutiennent ces personnes-là pour que les dossiers soient entendus. Donc, il est vrai qu'ils sont majoritaires et là, pour le coup, ils sont réellement majoritaires. Ça, c'est clair. Voilà. Mais on a quand même, nous, les locaux, cette force où on a cette population derrière nous. Ouais. Parmi les inquiétudes de la population, notamment pour ce nouvel actionnariat, c'est la politique qui pourrait imposer. La SNI, on sait, ils s'intéressent plus au logement social tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pas trop ça qui les intéresse. C'est plus des bâtiments à plusieurs étages, pas forcément HLM, mais en tout cas on va appeler ça comme ça. La population, en tout cas certaines personnes, s'inquiètent de ça. On dit nous on peut pas vivre dans des HLM. C'est pas notre vie, c'est pas notre culture. On peut pas dire à une vieille dame, allez tu sors d'ici parce qu'on va construire un bâtiment et tu vas vivre dans un HLM. Ça va être compliqué. Et c'est plutôt leur politique. C'est plutôt leur politique, mais en même temps, Patrick, il faut quand même à un moment que les Mahorais se posent les vraies questions. La vraie question, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on sait tous que Mayotte, ce n'est pas 260 000 habitants, c'est plus que ça. Donc même vous êtes pas d'accord avec l'INSEE? Moi, je ne suis pas d'accord avec l'INSEE. Ah bon? Absolument pas. Et qu'il faudrait que tout le monde puisse habiter à Mayotte. Ouais. Et le foncier, pour nous, moi je dis, il est en hauteur. Notre foncier, il est en hauteur et il faut que les Mahorais, petit à petit, se disent qu'il va falloir qu'on vive en hauteur. C'est pas quand même dans des bâtiments? Oui, dans des bâtiments, mais il faut qu'on étudie la manière de faire ces bâtiments. On ne peut pas les faire avec nos us et coutumes, on ne peut pas les faire n'importe comment, parce que on va continuer nos Manzara, on va continuer et tout ça. Donc moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à copier. C'est compatible selon vous? Notre culture, la culture mahoraise en tout cas, et vivre dans un HLM, c'est compatible? La preuve, c'est qu'on vit à La Réunion, on vit à Marseille, on vit à Paris, on continue à faire des Manzara et compagnie. Donc, si on peut vivre, la moitié de la population de Mayotte vit en dehors de Mayotte dans des bâtiments, il n'y a pas de raison qu'à Mayotte, on ne puisse pas vivre dans des bâtiments. Encore faut-il qu'on les étudie de façon à ce que ça soit compatible avec notre style de vie. Oui, enfin, les HLM qu'on construit maintenant en métropole, c'est plus l'urbanisation des années 60. Hein. Les grandes barres, on les détruit. C'est beaucoup plus humain. C'est vrai, mais on est à 100 000 lieues de nos bangas traditionnels. Samuel? Je reviens sur la présidence de la CIM, ce sera en avril. Tout a été dit par nos invités et n'importe quoi parfois. Est-ce que vous allez soutenir Hidaya Afidou, l'actuelle présidente du SIAM? On vous prête, du SMIAM, pardon. On vous prête un soutien inconditionnel à Hidaya. Il y a Bakar Ali Boto qui sera candidat. Qu'est-ce qu'il en est exactement des candidatures? Êtes-vous candidate déjà à votre propre succession? Apparemment non, vous l'avez dit. Je ne suis pas candidate. Quand bien même les élections étaient remises et que je n'étais pas élue, je ne suis plus candidate à la présidence de la CIM. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Mais là, ça l'est maintenant. Voilà. Voilà. Ça, c'est une première chose. Hidaya Afidou, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, avec qui j'ai travaillé. Qui a beaucoup de talent. Il est vrai que je suis beaucoup plus proche de Hidaya Afidou que de Bakar Ali Boto et que sur le plan politique, même sur le plan amical, et professionnel aussi, parce qu'elle est très compétente. Voilà, c'est quelqu'un de compétent. Hein, donc moi, il n'y a pas, j'ai pas d'arrière-pensée dessus. Maintenant, il y a la question du SMIAM qui se pose avec les actions du SMIAM. Je pense que, et là, à juste titre, quand on m'a dit oui, mais elle n'est pas censée rentrer dans l'actionnariat, mais elle ne rentre pas, elle est là, puisque c'est elle qui a encore ses actions. Maintenant, il s'agit, moi, personnellement, je suis pour que les intercommunalités rentrent dans l'actionnariat du SMIAM, bien sûr, de la CIM, puisqu'ils ont cette compétence et que c'est plutôt à eux à devenir majoritaire. Absolument. Ouais. Donc maintenant, les candidats, il ne faudrait pas, pour pouvoir choisir, il faut qu'il y ait plus d'une personne, après on choisit. Mais cela dit, Bakar Ali Boto a été président de la CIM, donc il connaît la CIM de l'époque, mais aujourd'hui, on en a discuté ouvertement entre lui et moi. Je ne vois pas d'inconvénient qu'il prenne cette présidence à condition qu'on se rapproche un peu plus du DG. Ramlati, on termine, je sais que Flo est en colère parce qu'on est en train de dépasser, mais c'est tellement important. Et il n'y a pas un problème avec le SMIAM quand même. Il ne fonctionne plus, il n'est pas dissous et il représente
pointer à la CIM, il a droit de vote à la CIM, alors que le SMIAM ne fonctionne plus. Même si ça ne fonctionne pas, ta maison reste ta maison. Ta propriété reste ta propriété. Oui. Je veux dire, ces actions-là, ça lui appartient aussi. Oui, mais il y a une liquidation en cours. La liquidation, tant qu'elle n'est pas faite, d'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu à tous les détracteurs. J'ai dit, le département peut acheter ces actions, et bien qu'il le fasse. Les intercos, ils peuvent les acheter, et bien qu'ils le fassent. Et pourquoi ils ne le font pas? Voilà, toute la question est là. Pourquoi ils ne le font pas? Donc, tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas dire à la présidente du SMIAM que tes actions sont tes actions, tu les as encore, mais tu n'as pas le droit de siéger. Oui. Et les élus du SMIAM touchent encore des indemnités puisqu'ils existent. Ils existent et alors continuent à travailler. Et que Ils continuent. La dissolution, figurez-vous que l'État avait nommé des liquidateurs. Ces liquidateurs ont tourné en rond et ils n'ont rien fait. Et donc maintenant, ce sont les délégués du SMIAM qui sont en train de faire quelque part cette liquidation. Donc ils continuent à travailler. Donc c'est normal qu'ils touchent une indemnité. Tout à fait. Merci beaucoup, Ramlati, d'être venu sur ce plateau. On aurait aimé encore vous garder quelques heures. On a plein de questions. Mais vous reviendrez, c'est promis. Hein. Merci, Madame le député, d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.